Les mouvements de grève des professions médicales, l'impact dans les hôpitaux et les risques d'extension dans les universités. L'affaire de la disparition des déchets toxiques de Seveso, des fouilles en cours en Allemagne fédérale. L'échec de la mission spatiale soviétique, pas d'arrimage dans l'espace, mais retour sur Terre réussi. Madame, Monsieur, bonsoir. La nouvelle vient de nous parvenir il y a 5 minutes exactement. On connaît les chiffres du commerce extérieur pour le mois de mars. 6,58 milliards de francs, un chiffre qui démontre une légère amélioration par rapport au mois précédent, Philippe Sassier. Oui, il y a une légère amélioration puisque ce déficit commercial est en diminution de 1 milliard par rapport au mois de février et de 3 milliards par rapport au mois de janvier. Alors on peut faire 3 remarques. Au cours du mois de mars, eh bien, la hausse du dollar n'a pas eu d'effet puisque le dollar a commencé en fait à monter dès le début du mois d'avril seulement. Deuxièmement, pas d'effet non plus de la baisse des prix du pétrole puisque le pétrole qui a été fourni à la France pendant le mois de mars est toujours payé aux anciens tarifs. Enfin, troisièmement, bien évidemment, les mesures qu'a prises le gouvernement n'ont pas eu non plus d'effet puisqu'elles ont été annoncées le 25 mars. Alors, question numéro 1, est-ce que le gouvernement parviendra à tenir son pari de diminuer de 45 à 50 milliards le déficit commercial pour 1983. À première vue, ça paraît difficile puisque pour le premier trimestre, eh bien, le déficit est proche de 24 milliards. Et au ministère des Finances, on commence à dire que cet objectif de diminuer de 45 à 50 milliards le déficit, eh bien, il faut l'envisager pour le mois de mai 1984. Mais pour 1984, on devrait respecter, dit-on aux finances, l'équilibre total de commerce extérieur. Alors maintenant, tout dépendra du dollar. Si le dollar reste à ce niveau élevé, eh bien, soit il faudra prendre de nouvelles mesures pour empêcher un nouveau dérapage de ce commerce extérieur, soit alors il faut s'attendre à quelques tensions sur le front. Le dollar qui a donc coté encore aujourd'hui 6 francs 35. 7 francs. 7 francs 35, 7 francs 35. Pardon. 7 francs 35 à Paris. Venons-en maintenant à la situation dans les professions médicales françaises. Premier à ébranler l'harmonie relative du monde médical, il y a plus de 2 mois et demi, les étudiants en médecine qui entraient en grève contre la réforme du 3e cycle de leurs études. Deuxième vague, le 22 mars, les internes et chefs de clinique des centres hospitaliers universitaires se mettaient en grève à leur tour, rejoints au fil des semaines par le syndicat autonome des enseignants en médecine, les élèves infirmiers, dentaires et pharmaciens, et même il y a quelques jours par les grands patrons, les professions médicales françaises qui font de notre système de santé, il faut le dire, l'un des meilleurs du monde. Les professions médicales sont en ébullition, les grèves coûtent cher à la collectivité et enraient de plus en plus la routine quotidienne dans les hôpitaux, même si bien sûr les soins d'urgence continuent d'être assurés. Comment ces grèves multiples auxquelles les différentes catégories de personnel médical n'accordent pas toujours le même but, comment ces grèves affectent-elles la journée d'un hôpital universitaire? Jérôme Camilly a passé la journée dans l'un des plus grands hôpitaux de Paris, l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, un hôpital habituellement très actif, ne serait-ce qu'en raison des urgences qui sont dirigées vers le cœur géographique de Paris. Bien sûr, tout fonctionne, mais tout fonctionne au ralenti, à 40% du régime habituel. Le personnel non médical comprend les revendications des médecins, mais il a du mal à admettre la grève. Nous pensons qu'il est inadmissible que les internes travaillent 60 heures par semaine, ainsi que les chefs de clinique. Il est inadmissible que les gardes ne soient pas payés. Il est inadmissible qu'il n'y ait pas de couverture sociale. Mais le fait qu'elle soit si longue, ça perturbe votre travail aussi. Ah, évidemment, mais c'est pas tellement nous que ça perturbe. Pour l'instant, ce sont les malades. Et sur ce point-là, vous n'êtes pas d'accord? Ah, sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Parce qu'on pense que quelqu'un qui souffre a le droit d'être soigné et que les malades sont dirigés vers le privé, ce qui porte tort au service public. 45% des lits sont vides. Pour le personnel hospitalier, cette grève pose désormais un problème moral. Non, il nous est impossible de faire la grève, monsieur, nous. Pourquoi? Personnellement, parce que nous avons une conscience professionnelle quand même, Dieu merci. Ça veut dire que vous mettez en cause la conscience professionnelle des médecins? Non, c'est tout à fait, ce sont deux choses différentes. Je parle de la mienne, mais pas de la leur. Tous les 8 heures, nous les passons auprès du malade. Le médecin est quand même un peu moins présent.
Bien sûr, cet énorme service d'urgence subit une baisse de fréquentation importante. Les personnels non médicaux sont inquiets pour leur avenir. Quant aux chefs de service, ils sont conscients des problèmes que pose la grève, mais bon nombre sont solidaires avec leurs chefs de clinique et leurs internes. Est-ce que vous soutenez cette grève? Oui, oui. Je pense que les revendications ne sont pas toutes recevables par tout le monde, mais disons en gros, oui, en gros, oui. Est-ce que sur le plan de l'éthique, ça ne vous gêne pas? Non, les gens sont soignés. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a des malentendus entre le grand public, les journalistes et les médecins, et ça tient au mauvais usage du mot urgence. Les médecins soignent les malades maintenant. Le mot d'urgence n'est pas correct, c'est en fonction de ce qui est aigu. Lundi, les services de consultation seront en grève. Vous serez donc touché? Ah ben, je pense que si les attachés arrêtent les consultations, eh bien oui, il n'y aura pas de consultation. À moins que... Je crois qu'un grand nombre ne feront pas la grève des soins. Je sais que parmi les gens qui travaillent ici comme attachés, un certain nombre ont dit qu'ils s'associaient moralement à la grève, mais feraient leur consultation. Même si le service minimum est assuré, c'est-à-dire si la sécurité des malades est assurée en permanence, il est clair que la qualité des soins en pâtit et que plus la grève se poursuit, plus la qualité du service s'amoindrit, c'est clair. Je crois que les médecins sont également tout à fait conscients. Lundi, avec la grève des consultations, les hôpitaux seront un peu plus paralysés qu'aujourd'hui. Bien sûr, plus la grève se propage dans les différentes catégories des professions médicales, au risque d'entretenir dans l'opinion une certaine confusion quant à leurs objectifs précis, plus le mouvement s'amplifie donc, plus il tourne à la confrontation globale avec les pouvoirs publics. Une confrontation qui ne peut un jour ou l'autre que devenir politique. Martine Alain Regnault. La situation devient chaque jour un peu plus complexe, un peu plus ambiguë. Aux revendications des uns et aux mécontentements des uns s'ajoutent maintenant ceux des autres, parfois contradictoires, parfois complémentaires, parfois radicalement différents. Mais les uns et les autres se trouvent parfois dans des grèves jointes. Certains ne veulent pas de réformes, d'autres veulent des réformes différentes, d'autres veulent que les réformes aillent plus vite. Au total, dans l'hôpital, les dissonances augmentent pendant qu'au fil des jours, les établissements se vident peu à peu, on l'a vu, et que les malades aux rendez-vous reportés commencent à s'impatienter. Mais maintenant, ce sont les médecins de ville, à leur tour, qui laissent entendre que le 29 avril, ils pourraient fermer leurs cabinets médicaux. Ils ont aussi des revendications. Elles n'ont rien à voir avec celles de l'hôpital. Si, tout de même, un point. Le moment choisi. Et c'est là peut-être qu'il faut maintenant s'interroger. Est-ce une série de coïncidences ou bien est-ce l'orchestration d'un concert politique souterrainement organisé? Certains l'affirment catégoriquement en voyant le soutien officiel du docteur Bernard Pons, secrétaire général du RPR, et en tout cas l'aide financière apportée aux grévistes par des opposants politiques. Les grévistes, surtout les plus jeunes, s'en défendent. Ils redoutent cette récupération politique éventuelle et même s'ils sont conscients de leur pouvoir sur les malades, ils ne veulent pas voir l'amalgame. Quoi qu'il en soit, les négociations sont aujourd'hui au point mort, le climat s'alourdit et l'on sent bien des arrière-pensées sourdes. La nostalgie de mai 88 apparaît peu à peu. Mai 68. Pardon. Mai 68 réapparaît dans les langages, dans l'espoir pour certains, c'est sûr, d'une épreuve de force. Au moment où le monde étudiant se met à remuer, où l'hôpital a la fièvre, chacun rappelle à voix haute que la santé est un bien de notre société qui n'est ni de droite ni de gauche. Mais c'est précisément pour cette raison qu'elle peut devenir de la dynamite en politique, car elle est un moyen noble et commode d'influencer et de manœuvrer l'opinion. Oui, bien sûr, la politisation et les encouragements apportés aux différentes grèves par les partis de l'opposition ne doivent pas cependant masquer, comme le soulignent plusieurs médecins, les vrais problèmes de la médecine, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Il n'y a encore aucun calendrier de rencontre entre les ministres concernés et les représentants des différents mouvements de grève, mais ce soir, le directeur général des hôpitaux doit rencontrer des représentants de l'intersyndicale des internes et des chefs de clinique des CHU. Déjà, le mouvement des étudiants en médecine menace de se propager dans d'autres disciplines universitaires. Ainsi, à Montpellier, les étudiants de la faculté de droit et de sciences économiques ont décidé de se mettre en grève pour protester contre la réforme de l'enseignement supérieur. À Paris, les facultés d'Assas et de Malakoff sont en grève et d'autres facultés pourraient suivre le mouvement. L'affaire tourne au feuilleton en plusieurs langues, puisque la France, l'Italie et l'Allemagne fédérale sont concernées. Où sont donc passés
la quarantaine de fûts contenant les déchets toxiques évacués de la région de Seveso en Italie, affectée il y a plus de 7 ans, vous vous en souvenez, par une grave fuite d'un produit toxique, la dioxine. La société suisse Hoffmann-La Roche s'est déclarée prête aujourd'hui à reprendre en charge les fûts disparus s'il s'avère que ceux-ci ont été illégalement stockés. En Italie, le ministre chargé de l'affaire, après avoir entendu aujourd'hui les représentants de la filiale italienne de la société allemande Mannesmann chargée du transport, le ministre pense que les fûts n'ont jamais été enterrés. Et pourtant, en Allemagne fédérale, des fouilles ont commencé aujourd'hui en Basse-Saxe dans un dépôt de déchets. Michel Meyer. Attroupement, indignation écologiste. La décharge de Münchenhausen est devenue un lieu de pèlerinage paradoxal pour les Verts ouest-allemands qui n'ont, pour une fois, pas le monopole de l'indignation. Depuis ce matin, pelleteuses et excavatrices sont à l'œuvre pour découvrir des fûts de déchets qui pourraient être ceux de Seveso. C'est au moins la conviction d'un ouvrier de la firme de stockage de cette région des environs de Hanovre. Son patron, le directeur de la décharge, nie les faits en bloc et invoque les contrôles dont il fait l'objet afin d'écarter toute accusation. Sur la base d'une détection magnétique des fûts, il faudra plusieurs jours, voire plusieurs semaines de travail pour vérifier la réalité de ce soupçon. Il reste que d'heure en heure, les enquêteurs deviennent de plus en plus sceptiques. Le juge d'instruction chargé de l'enquête se prononce avec prudence. Il y a peut-être de la dioxine à Münchenhagen, dit-il, mais pas forcément celle de Seveso. En attendant, tous les papiers de la firme ont été réquisitionnés, de même que les échantillons de déchets systématiquement prélevés et analysés ici durant les derniers mois. Il reste que cette chasse au fût de Seveso a mis en lumière une circulation assez dense de matières toxiques en Europe. Il semble bien que l'on se fasse, au-delà des frontières, nombre de cadeaux empoisonnés, en brouillant même les pistes d'un pays à l'autre. Ainsi, à Münchenhagen, comme dans d'autres dépôts ouest-allemands, des chargements dangereux arrivent journellement sous la seule responsabilité de firmes privées. En somme, les collectivités locales se chargeraient un peu partout de la collecte anodine des ordures ménagères et négligeraient, paradoxalement, les déchets chimiques. De quoi nourrir une certaine angoisse, voire un début d'hystérie, dans un pays où l'on vient par ailleurs de constater que 60 000 transformateurs électriques sont refroidis avec des liquides qui, en cas d'incendie, peuvent parfaitement dégager des gaz aussi toxiques que ceux de Seveso. Seule solution, remplacer ces transformateurs ou les enfermer dans des caissons anti-feu. Pour l'instant, les pompiers se contentent un peu partout aussi de recenser toutes les installations exposées avant de mettre les maçons au travail. Si le risque existe donc en Allemagne fédérale, affecte-t-il aussi les transformateurs qui sont en usage en France? Marcel Triat a posé la question à un représentant de l'électricité de France. L'essentiel des transformateurs maintenant sont à huile ou sont des transformateurs secs, mais il existe quelques transformateurs au pyralène. Parce que le pyralène a un avantage essentiel, c'est qu'il ne brûle pas. Et donc nous nous en sommes servis dans un certain nombre d'hypothèses où les consignes de sécurité incendie étaient plus exigeantes que d'autres. Mais il a un grave inconvénient, chauffé, il peut dégager de la dioxine. Alors, il paraît qu'il peut dégager de la dioxine, on ne sait pas d'ailleurs dans quelle quantité, ni s'il s'agit d'une sorte de dioxine toxique. Existe-t-il des moyens de protection particuliers mis en place autour de ces transformateurs ? Oui, absolument, parce que je vous l'ai dit, ce sont généralement dans les locaux à grave risque d'incendie, et ces transformateurs sont dans des locaux étanches, de véritables casemates de béton, particulièrement bien protégés contre le risque d'incendie. Donc il me paraît assez peu crédible qu'un incendie puisse dégager une quantité importante de dioxine, et je n'ai jamais entendu parler, en tout cas jusqu'à présent, d'incidents de ce genre. Donc selon vous, aucun risque? À mon sens, aucun. Aux confins du politique et du juridique, changement de cap des députés socialistes en ce qui concerne la loi remplaçant la loi sécurité et liberté, ou plutôt l'un de ses amendements. En effet, à la surprise générale, contre l'avis des députés communistes et ceux de l'opposition, le groupe socialiste à l'Assemblée mardi dernier avait fait adopter un amendement
durcissant les modalités des contrôles d'identité. Bien que l'amendement ait donc été voté l'autre nuit, les députés socialistes révisent leur position avec l'accord de l'Élysée et décident de rédiger l'amendement litigieux dans un sens plus proche des vœux du garde des Sceaux, Robert Badinter, que de ceux du secrétaire d'État à la sécurité, Joseph Franceschi. Selon ce nouveau projet, les modalités des contrôles d'identité, c'est-à-dire photos et empreintes digitales, resteront sous la seule autorité des magistrats et non pas des policiers, Paul Lefebvre. En effet, cette nouvelle formulation revient à placer les contrôles d'identité sous l'autorité judiciaire, à condition bien sûr que cette autorité judiciaire s'intéresse à les contrôler. Commentaire personnel. Et ce énième soubresaut de texte est un nouvel exemple de l'affrontement discret mais ferme entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. L'un veut donner aux policiers un moyen supplémentaire et pratique, trop pratique disent certains, de rechercher et de classer des suspects, sécurité. L'autre veut faire définir par la loi les règles limites de la protection des libertés individuelles. Les vôtres, les miennes, à tout moment, vous savez, on peut être le suspect du voisin. Les deux hommes ont chacun leur bonne foi, je dirais même leur sincérité. Le premier dit, mais enfin, pourquoi suspecter systématiquement mes policiers? Le second répond, tout le monde peut se tromper, 2 précautions valent mieux qu'une. Le ministre de l'Intérieur est persuadé d'avoir l'opinion publique pour lui. Le ministre de la Justice est sûr d'avoir lu quelque part sa thèse dans le programme du candidat Mitterrand. Entre les deux, les députés socialistes sont partagés, comme les autres d'ailleurs, entre la peur que leur racontent leurs électeurs et la défense d'un principe fondamental de droit qu'on peut même lire dans la Constitution. Voilà l'explication simple d'un problème qui n'était pas réglé avant le 10 mai et qui n'est pas non plus réglé après. Les contrôles d'identité, au sujet desquels les honnêtes gens pensent qu'on fait bien des histoires, sont en réalité le symbole d'un choix politique qui de toute manière coûte des électeurs et fait grincer des dents. Le nouveau texte, en tout cas, sera soumis aux sénateurs le 3 mai prochain. Verdict sévère aux assises de la Corse du Sud. La nuit dernière, 3 hommes se réclamant de l'ex-FLNC ont été condamnés à des peines de 13 et de 7 ans de prison. La Cour a rejeté l'argument du caractère politique de leur action. Un chiffre à noter, le carnet de change indispensable désormais aux Français se rendant à l'étranger leur coûtera 30 francs. Après Londres, Madrid, Rome et surtout Paris, Washington décide à son tour d'expulser 3 soviétiques accusés d'espionnage. L'un d'eux a été pris la main dans le sac. Patricia Coste. Près de Washington, les agents du FBI travaillent. Ils sont en train de prendre en flagrant délit l'attaché militaire de l'ambassade soviétique qui était venu récupérer près d'un arbre 8 microfilms de documents ultra secrets portant sur les relations américano-soviétiques. Avec lui, 2 autres diplomates soviétiques ont été priés de quitter le territoire. L'ambassadeur du RSS, que l'on voit ici, a été convoqué hier après-midi au département d'État. « Avez-vous parlé des espions ?» lui a-t-on demandé à sa sortie. « Non, non », répond l'ambassadeur. Pour l'instant, le Kremlin n'a pas encore réagi à ces mesures américaines, mais dans les milieux officieux, à Moscou, on qualifiait la vague d'expulsion, aux États-Unis comme dans d'autres pays occidentaux, d'actes de provocation pouvant conduire à une aggravation de la tension entre l'Est et l'Ouest. Et au Japon, un directeur de journal mis en cause par un ex-agent du KGB a démissionné, tandis qu'un hebdomadaire de Hong Kong donne la liste des diplomates soviétiques stationnés en Asie qui feraient tout autre chose que de la diplomatie. Un échec pour le programme spatial soviétique, un échec qui semble lié à la défaillance des systèmes électroniques. Vous savez, et c'est une parenthèse, que l'électronique est un domaine prioritaire de l'espionnage industriel soviétique. Le vaisseau Soyouz T-8 et son équipage de 3 hommes n'ont pu s'arrimer à la station orbitale Salyut la nuit dernière. Soyouz est donc rentré et a retouché terre sans encombre cet après-midi. Patrick Esther. Un nuage de poussière, ce sont les rétrofusées qui viennent de s'allumer pour freiner les derniers mètres de la chute du module de descente de Soyouz T-8. Un atterrissage en douceur donc, qui achève prématurément le vol des 3 cosmonautes, Titov, Strekalov et Serebrov. 3 cosmonautes qui étaient partis il y a moins de 48 heures de Baïkonour avec l'espoir de peut-être battre le record de durée d'habitation dans le cosmos. Le fait que cet atterrissage se soit bien passé et que nos 3 hommes soient en bonne santé ne parvient pourtant pas à effacer ce qui, pour les soviétiques, est bel et bien un échec cuisant. Après un décollage impeccable mercredi après-midi, le vaisseau Soyouz T-8 devait s'arrimer hier après-midi avec la station Salyut 7 en orbite permanente autour de la Terre. Une station actuellement doublée en capacité à la suite de l'arrimage de l'énorme satellite Cosmos 1443 le 2 mars dernier. La station orbitale
que nos 3 cosmonautes devaient rejoindre mesurait une quarantaine de mètres de long pour une masse de 40 tonnes. Lorsque tout se passe bien, le vaisseau Soyouz est guidé automatiquement depuis la Terre grâce à des stations et à des bateaux mouillés sur tous les océans du monde. La première approche automatique se fait donc 24 heures après le décollage. Lorsque le Soyouz se trouve à une vingtaine de kilomètres seulement de la station, c'est l'ordinateur de bord, la Tchaïka, qui prend le relais et assure la fin de l'approche jusqu'à l'arrimage. Hier soir, l'équipage soviétique a pu approcher la station Salyut 7 Cosmos 1443 jusqu'à 1 kilomètre seulement. Une misère. À la suite probablement d'une défaillance de l'ordinateur de bord ou du système de pilotage, les moteurs du Soyouz avaient grignoté tout le carburant disponible. À 1 kilomètre seulement de la station, lorsqu'il n'est plus resté dans les réservoirs que la quantité nécessaire de carburant pour le retour sur Terre, les 3 cosmonautes ont dû abandonner en laissant la station vide. Cet échec ne remet pas en cause le programme soviétique, mais il porte un coup rude à son prestige. Les suites de l'attentat anti-américain de Beyrouth, le secrétaire d'État américain George Shultz entreprendra dimanche une tournée au Proche-Orient pour signifier l'engagement des États-Unis aux côtés du Liban et aussi l'entêtement de la diplomatie américaine à promouvoir le plan Reagan. Israël et la Syrie se rejettent mutuellement la responsabilité de l'attentat de Beyrouth, tandis que la tension s'accroît sur la ligne de front qui sépare leurs troupes dans la plaine libanaise. Pologne, Lech Walesa a été interrogé pendant près de 4 heures aujourd'hui par l'administration fiscale de Gdansk, mais il a appris aussi qu'après 3 mois d'efforts, il pourra retrouver lundi son poste de travail au chantier naval de Gdansk. Nouvelle crise gouvernementale en Italie. Le Parti socialiste a décidé de retirer son soutien au gouvernement de centre-gauche constitué en décembre dernier par M. Fanfani. Le Parti socialiste italien souhaite des élections anticipées en juin. Élection lundi prochain au Portugal, la 10e consultation 9 ans jour pour jour après la révolution des œillets. Demain, dans notre journal, une édition spéciale sera consacrée à ces élections qui pourraient entraîner le retour au pouvoir du Parti socialiste portugais, sans doute dans une formule de coalition. Il y a beaucoup de Portugais en France, c'est même la communauté étrangère la plus importante. Didier Régnier a cherché à savoir comment des Portugais de Paris réagissent à la campagne électorale qui se déroule dans leur pays. 900 000 Portugais vivent en France. La plupart y sont venus au temps de la dictature de Salazar, attirés par l'espoir de mieux gagner leur vie. Aujourd'hui, près de 50% des Portugais travaillent sur des chantiers de travaux publics. Ils construisent nos maisons, mais ils rêvent surtout de construire la leur, chez eux, au Portugal. Je suis en France depuis février 69, je suis arrivé au temps que manœuvre. Au bout d'un an, j'ai fait un stage de groutier et actuellement je suis groutier dans le bâtiment. Quel est votre salaire mensuel? Mon salaire mensuel, en moyenne, il est de 5 500 francs à 600 francs. Et alors, l'argent que vous gagnez en France, qu'en faites-vous? C'est-à-dire, dans les premiers temps, c'était un peu pour construire la maison, parce qu'on était jeunes à l'époque, et puis on s'est mariés. Et puis, en ce qui concerne le problème, pour pouvoir y aller, il faut y avoir quelque chose où pouvoir entrer quand on va en congé. Alors, pour construire dans leur pays, les Portugais économisent, même si leurs salaires sont bas. Voici la famille Trinidad, 3 enfants, gardiens d'immeubles. Ils gagnent 5 000 francs par mois, mais ils économisent pour payer leur maison. On se prive de tout. On ne va pas en cinéma, on ne va pas en théâtre, rien. On se prive de tout. C'est de vacances, on travaille ici 11 mois et on attend qu'arrivent de nouveau les vacances pour aller respirer un peu ailleurs. 4 grandes banques portugaises reçoivent la masse salariale des travailleurs immigrés. Mais une grosse partie de l'argent repart au Portugal. Nous pensons que la masse salariale totale touchée par les Portugais en France doit chiffrer à peu près à 24 milliards de francs, dont nous pensons que 50% sont naturellement dépensés par les Portugais en France. Il y a à peu près 30% qui sont transférés au Portugal pour l'achat de sa maison, de son terrain, pour le paiement des familiers. Et 20% à peu près qui restent en France sous la forme d'épargne.
Place Charles de Gaulle, on discute politique, on sait très bien que le changement promis sera long, mais on ne veut plus revenir en arrière. Un pays qui a été avec un gouvernement comme ça pendant 40 ans, même plus, hein, c'est pas possible que ça change comme ça du jour au lendemain. Hein. Il faut de la patience. Hein. À la veille des élections et en attendant l'arrivée de la presse de Lisbonne, les Portugais font la fête. Pour cet homme, très fier de montrer sa carte d'un parti politique de droite, il y a quelque chose de bien plus important. C'est cette carte de soutien au club de Benfica qui vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de l'UEFA. À la finale, ouais. Victoire. Et demain donc à 20h, édition spéciale sur ces élections portugaises. Un mystérieux commando qui se dit anti-impérialiste a attaqué en fin d'après-midi le musée de la Légion d'honneur à Paris. Pas de blessés mais des dégâts importants que le conservateur chiffre à plusieurs millions de francs. Une douzaine de personnes masquées, armées de barres de fer et d'un fusil à canon scié ont en 5 minutes saccagé les collections du musée. Inauguration présidentielle d'une superbe exposition au Grand Palais, l'exposition Manet, organisée à la fois par les musées nationaux et le Metropolitan Museum de New York. Accompagné de Jacques Lang et du commissaire d'exposition, le président Mitterrand a longuement admiré quelques-unes des plus belles toiles de Manet, qui sont donc ainsi réunies dans cette exposition exceptionnelle. Le président Mitterrand recevra jeudi prochain le président de la Fédération française de rugby, Albert Ferras. Vous le savez, la tournée du 15 de France en Afrique du Sud est définitivement annulée. Football, Michel Hidalgo a communiqué la composition de l'équipe de France qui affrontera demain soir au Parc des Princes en match amical la Yougoslavie. Vous la découvrez sur votre écran, une formation très rajeunie, marquée par l'absence de Platini, retenu par la Juventus, et celle de Giresse, très fatigué. Maxime Bossis sera pour la première fois capitaine. De nouveau, le Brestois Leroux en position de stopper et le Nantais Tourez en numéro 10. Retour de Bellon à l'aile gauche. Cyclisme, victoire italienne dans la 3e étape du Tour d'Espagne avec Petito, le Français Dominique Gagne, toujours maillot jaune. Les pronostics de Pierre Bresse maintenant pour le tiercé de demain à Saint-Cloud. Le 14, le 4, le 11, le 10, le 2, le 6, le 13 et l'As. Les inondations, eh bien toujours les pieds dans l'eau en Seine-et-Marne malgré une légère décrue de la Marne. Plus grave encore, les ravages des récents cyclones en Polynésie. Le secrétaire d'État au département et territoire d'outre-mer, Georges Lemoine, lance un appel à la solidarité nationale pour aider financièrement les habitants sinistrés. Et maintenant, parlons du temps en France. Alain Gillot-Pétré, demain. Écoutez, en 3 mots, variable, variable et variable. Voilà le temps de demain. On a eu la main un peu lourde pour aujourd'hui en fonction des nuages et de la pluie. Regardez la photo satellite, la nature nous a encore joué un joli petit tour. Cette dépression qui hier était extrêmement virulente, elle a fait un mort au Portugal, eh bien c'est littéralement désagrégé. Dans sa partie française, il a plu comme ce n'est pas possible sur la Grande-Bretagne, il a plu énormément sur le Portugal et sur l'Espagne, et puis sur nous, eh bien pas beaucoup. Tout de même, il y a eu de beaux orages cet après-midi. Pour demain, on peut penser, on peut redouter que cette zone de pluie va se décaler vers la Méditerranée et remonter vers les Cévennes et les Alpes avant de repartir vers le nord, tandis que celle-ci s'évacue lentement vers le nord-est. Donc c'est variable, variable et variable. Voici la carte qui vous dit que demain le temps sera variable, avec des éclaircies, de belles éclaircies, oui, mais des passages nuageux accompagnés d'orages, de rafales de vent forts de sud-ouest en Manche. Et à part ça, eh bien, ce sera variable. Les températures, elles, seront stationnaires, sauf sous les averses orageuses. Exemple à Quimper aujourd'hui, il faisait 13 degrés, puis après l'orage, eh bien, la température avait baissé de 5 degrés. Donc pour demain, minimum 12-13 degrés en Manche, maximum 20 degrés à Ajaccio, moyenne nationale aux alentours de 16 degrés, c'est à peu près normal pour la saison, mais attention aux orages, donc ça peut chuter après. Demain, samedi 23 avril, 4 minutes de soleil en plus, levé 6h47, couché 20h52, c'est la Saint-Georges qui a un boulot fou, c'est le patron des armuriers, des cavaliers, des potiers et des scouts, toujours prêts, Christine. Et demain, samedi, si vous êtes à Paris et si vous aimez l'aventure, rendez-vous donc au Palais des Congrès où a lieu le Salon de l'Aventure en collaboration avec Antenne 2.
À 22h50, Claude Sérillon vous présentera notre édition de la nuit. Demain, antenne de midi en direct de Montpellier à l'occasion de la journée nationale de la poésie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.